Histoire d'île vous emmène en Malaisie, au nord de l'équateur, dans le sud-est asiatique. Frontalière avec la Thaïlande, la Malaisie est une péninsule à laquelle s'ajoutent les États de Sarawak et de Sabah. À quelques kilomètres de la côte ouest de la péninsule, l'île de Penang. Penang est l'une des nombreuses îles qui jalonnent la côte ouest. Le détroit de Malacca laisse espérer un paradis exotique popularisé au début du siècle par toute une littérature. Terre de légendes, d'aventures et de rêves enfiévrés, pirates, jungle et sultans, l'île de Penang était l'île préférée de Romain Gary, des aventuriers, des hippies et depuis plusieurs années des touristes. Des visiteurs qui, pour la plupart, viennent du reste de l'Asie. Avant de devenir la perle de l'Orient, Penang n'était qu'un vulgaire caillou envahi par la jungle. Au XVIIIe siècle, sa situation stratégique dans le détroit de Malacca intéressa les Anglais qui faisaient alors commerce de l'opium et du thé entre l'Inde et la Chine. On raconte que pour motiver la main-d'œuvre locale et accélérer le défrichage des forêts, ils remplissaient des canons de pièces d'or et d'argent et les projetaient dans la jungle. Aujourd'hui, pour celui qui sait chercher, l'île est une sorte de machine à remonter le temps par son passé et ses traditions. Un voyage où le temps s'est arrêté dans les kampongs, les petits villages malais, qui, par la taille de l'île, ne sont jamais loin de la capitale, Georgetown. C'est dans le faubourg de Georgetown que nous avons fait notre première rencontre. Azmi bin Haji Rejab a 46 ans. Cet ancien responsable de la sécurité, garde du corps d'homme politique, est un solide personnage qui pratique plusieurs sports de combat. En cette belle matinée, il a rendez-vous avec l'équipe qui l'entraîne. Il pratique avec 3 de ses fils un sport traditionnel et très ancien, le gassin, le jeu de toupie. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où nous jouons à la toupie. Nous sommes un groupe de joueurs de toupie qui fait partie de l'équipe de l'île de Penang. Nous avons choisi le maillot jaune parce que c'est la couleur de l'équipe de toupie de Penang. Et le dessin avec le fil d'or représente la tradition malaise. La coiffe, elle, était utilisée jadis par la famille royale. D'ailleurs, la famille royale jouait aussi à ce sport de la toupie. Bien que ce sport soit plutôt originaire de la côte est de la péninsule de Malaisie, il est l'un des plus populaires à Penang. Il est réellement question de sport. Un championnat national départage les meilleures équipes du pays et des compétitions internationales sont organisées dans tout le sud-est asiatique. Ce sport nécessite de la précision, de la force, de la stratégie et de bonnes toupies qui pèsent un bon kilo. Voici la toupie que l'on utilise pour la compétition. C'est une toupie qu'on appelle panga. Elle est uniquement faite et utilisée pour les compétitions. Nous avons plusieurs types de toupies en Malaisie, comme sur la côte est. Les toupies sont plus grandes et plus larges. Elles sont uniquement réservées aux démonstrations. Elles ne sont donc pas faites pour la compétition. Ces toupies sont fabriquées dans du bois très dur, du teak et du bacao. Et là, il y a le clou. Notre but est donc de choisir un bois le plus dur possible pour protéger la toupie et qu'elle soit la plus solide, qu'elle ne casse pas. Le sport de la toupie est pratiqué par des personnes âgées et des adultes. L'origine de ce jeu date de l'époque du grand guerrier malais, Hang Tuah, et c'est depuis cette époque ancienne que ce sport est pratiqué. Dans les villages, ce sport se pratique comme un passe-temps ou un hobby. Dans les villes, il est pratiqué sous forme de compétition.
Voici la façon dont on enroule la corde. Le but est de très bien la serrer pour qu'elle ne puisse pas glisser. C'est comme ça qu'on place la corde en rond. Pour que les enfants puissent commencer à jouer, il faut à peu près une semaine d'apprentissage. Et pour un adulte, environ 3 à 4 jours pour commencer à savoir jouer. Les parties durent 30 minutes et chaque équipe de 4 joueurs doit atteindre 20 points. C'est comme ça. Les joueurs doivent ramener avec la corde les toupies dans leurs carrés respectifs pour y faire tourner leur toupie le plus longtemps possible. Chaque toupie est projetée dans un cercle. Ensuite, le lanceur doit la maintenir dans un rectangle. La toupie qui tourne le plus longtemps fait marquer 2 points à son équipe. Il y a aussi certaines toupies qui sont fabriquées en métal ou en fer. Elles ont un balancier interne qui leur permet de tourner pendant 3 ou 4 heures de suite. Le joueur a le temps d'aller prendre une douche, manger, revenir et voir sa toupie qui tourne encore. Azmi et son équipe sont fiers de leur sport. Ils s'entraînent 2 fois par semaine. Les compétitions de niveau national et international sont de plus en plus relevées et de plus en plus éloignées des rencontres qui s'organisaient jadis, village contre village. Près du centre culturel où ont lieu les entraînements, Azmi aime se retrouver à la buvette avec ses fils et son objectif est clair, le plus haut niveau de la compétition pour l'île de Penang. Je pratique le sport de la toupie depuis 8 ans. J'espère qu'un jour, j'entraînerai mes joueurs à un niveau suffisamment professionnel et qu'ils se perfectionneront encore. Alors peut-être pourront-ils représenter l'île de Penang et gagner les plus grandes compétitions. Des hauteurs de Penang Hill, on embrasse d'un seul regard la ville de Georgetown avec en arrière-plan la péninsule. On aperçoit aussi le pont long de plusieurs kilomètres qui relie l'île au continent. Georgetown, ses tours modernes, ses commerces et son activité économique lui ont valu son surnom de Petite Singapour. Il faut également préciser que cette ancienne colonie britannique est quasiment devenue une ville chinoise. Les demeures, vieilles de plus de 2 siècles, la tranquille attente des commerçants face aux clients, les idéogrammes peints sur les devantures des établissements sont les marques omniprésentes de la présence chinoise. Quelques mosquées sont pourtant là pour rappeler qu'en Malaisie, l'islam est la religion d'État depuis 1450. Des trichots transformés en restaurants ambulants ont un franc succès dans les rues, tout comme les marchés toujours très vivants et achalandés pour tous les goûts. Au pied des tours, sur le bord de mer, le quai des Clans. Il s'agit d'une rangée de maisons sur pilotis reliées par d'étroits pontons mal ajustés. Chaque clan chinois possède son quai. Pas de problème pour vous si vous n'appartenez pas à un clan adverse. Ici, on vit de pêche et de divers commerces, une société à part dans la ville de Georgetown.
En quittant Georgetown et en partant vers l'ouest de Penang, de belles forêts redonnent sa place à la nature. Une nature qui, comme dans beaucoup d'autres endroits du monde, a tendance à reculer, et Penang n'est pas en reste. De plus en plus de scientifiques travaillent sur des programmes d'études et de sauvegarde. La forêt tropicale est très riche en papillons, mais aussi en insectes. Avec la déforestation, la population de papillons a beaucoup diminué. À part le fait de faire des démonstrations et la présentation de papillons, nous faisons aussi de la recherche. En fait, en ce moment, j'essaie de trouver des spécimens de papillons dans la nature et de les capturer. Je les ramènerai ensuite à la ferme pour faire des études sur eux, puis nous en ferons peut-être l'élevage en captivité. Lee Yoki-Kuen est passionnée par la nature. Elle en a d'ailleurs fait son métier. Elle est biologiste et spécialiste des insectes et plus précisément des papillons. Elle travaille pour l'une des plus grandes fermes de papillons du monde. Ce matin, elle recherche de nouveaux spécimens. Voilà, je viens de capturer un papillon. Normalement, voilà ce qu'on fait. On le met dans une petite pochette en papier que l'on plie en faisant très attention de ne pas abîmer les organes du papillon. Après, on le place dans une boîte pour pouvoir le ramener à la ferme. La ferme de papillons a ouvert ses portes en 1986. Elle réunit plus de 3000 spécimens de papillons, mais aussi d'insectes. Son objectif est pédagogique, présenter aux visiteurs la richesse et la fragilité du milieu naturel. Le papillon que Queenie a capturé sera relâché après avoir été étudié. En effet, tous les papillons présentés dans la ferme sont des papillons d'élevage. Avant de faire l'élevage d'un spécimen, nous avons besoin de rechercher son nom scientifique. Et c'est à partir de ce nom scientifique que nous pourrons déterminer quel type de plante est nécessaire pour l'élevage de ces chenilles. Dans nos livres de référence, nous pouvons aussi déterminer le sexe du papillon. Par exemple, ce papillon est un mâle Tradis selena, qui fait partie du groupe des ailes-oiseaux et de la famille des papillots. Grâce à l'élevage en captivité, nous faisons aussi de la préservation d'espèces de papillons. La vraie difficulté de cet élevage est que la chenille ne mange qu'un seul type de plante qui lui est spécifique. Et si l'on n'a pas défini cette plante, l'élevage est impossible. Par exemple, dans notre ferme, nous arrivons à élever 120 espèces de papillons. Nous avons donc 120 espèces de plantes différentes dans la ferme. Et c'est bien là tout le problème. Si dans la ferme, chaque famille de papillons a sa plante spécifique, dans la nature, à chaque fois qu'une plante disparaît de la jungle, une espèce de papillon disparaît aussi. L'élevage des papillons est un processus long et compliqué. Dans un premier temps, il faut récupérer les œufs pondus sur des feuilles. Ensuite, ces œufs deviennent chenilles qui grossissent et muent en général 5 fois. Puis la chenille devient cocon pendant 2 semaines ou plusieurs mois. Et enfin, coquetterie suprême, c'est toujours un matin entre 8 h et 9 h que les papillons sortent du cocon et étendent leurs ailes. Récemment, nous avons découvert une espèce rare de papillon, l'Agathassa. L'originalité de cette famille de papillons est que la femelle et le mâle, lorsqu'ils se posent quelque part, se placent la tête en bas. Tous les autres papillons mettent toujours leur corps dans l'autre sens, la tête vers le haut. Cette chenille de l'Agathassa est dans la 5e phase de son évolution.
Je pense que dans une semaine, elle se transformera en cocon. Univers étrange fait de légèreté, de fragilité et de beauté un paradis reconstitué sur un hectare où des anges butinent de fleur en fleur. Avant que nous ne partions, Queenie a souhaité nous présenter l'un de ses papillons préférés, un ange puni par la nature et qui, jamais, ne saura le goût du nectar des fleurs. Voici un lépidoptère atlas, l'un des plus grands du monde. L'une des particularités de ce lépidoptère est que si vous observez sa tête, vous ne verrez pas de bouche. Il n'a pas de conduit digestif et donc son originalité est qu'il ne pourra jamais manger pendant toute sa vie d'adulte. Il a fait des réserves et a mangé énormément avant, lorsqu'il était dans sa phase chenille. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, sa seule préoccupation est de rencontrer un partenaire, de se reproduire, de pondre des œufs et de mourir. Son cycle de vie dure 2 à 3 semaines. Et si vous observez l'extrémité de ses ailes, vous remarquerez une forme qui imite des têtes de serpent ou de lézard. Le fait que ce lépidoptère ne soit pas venimeux et qu'il ne puisse ni piquer ni mordre, puisqu'il n'a pas de bouche, son seul moyen de défense est de plier ses ailes et de mimer un serpent ou un lézard en espérant ainsi faire fuir ses prédateurs. Ne dit-on pas qu'un battement d'ailes de papillon ici pourrait déclencher un cyclone à l'autre bout du monde? Ici, dans le calme de la serre, ce sont les émotions des visiteurs que les papillons bouleversent. Nous sommes sur la colline d'Ayar-Hitam, en périphérie de Georgetown. Là se trouve le plus grand temple bouddhique de Malaisie, le temple Kek Loksi. Ce temple est en perpétuelle remise en état, ce qui peut laisser dire à certains qu'il est surfait. Mais les milliers de visiteurs ne passent pas dans ces murs sans laisser quelques traces qui nécessitent des travaux d'entretien. Ce temple aux 1000 Bouddhas est un lieu de prière et de méditation pour ceux qui, ils sont nombreux, ne viennent pas là en touristes. Les moines qui habitent ici gèrent les âmes et le commerce. Le temple de Kek Loksi et sa gigantesque statue veillent sur la ville de Georgetown. Dans la campagne de Penang, de petits kampongs vivent encore aux rythmes anciens et traditionnels. Cet homme a 74 ans. Il s'appelle Haji Ismail bin Saïd. C'est un homme respecté. Il est gourou, maître de silat. Cet art martial malais est depuis très longtemps pratiqué par les universités, par la police et par l'armée. L'histoire du silat est une histoire ancienne, à l'époque du grand guerrier malais Hang Tuah au XIVe siècle. Depuis Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Legar, Hang Legir, ce sont les 4 frères qui se sont séparés, mais qui ont laissé le silat comme patrimoine aux Malais. Le silat appartient aux Malais et pas aux autres. Le silat Pulut vient du guerrier Hang Tuah. Les villageois veulent apprendre le silat Pulut et le silat Gayon de Pétani pour pouvoir se défendre. Mais, pour cela, il faudrait qu'ils le fassent en s'investissant à fond. Et pourquoi faut-il s'investir à fond? Parce que s'ils ne le font qu'à moitié, ce n'est pas la peine. Si vous le pratiquez à fond, Dieu vous montrera le bon chemin. Cet art s'inspire du monde végétal. Pour chaque contact, il y a une longue phase de préparation, d'observation et d'intimidation avant que le contact ne se produise. Généralement, les coups sont décisifs et mortels. Il a fait ses preuves dans la jungle contre les Portugais au XVe siècle. Attendez,
Voilà une des positions du silat malais qui s'inspire du monde des fleurs et des fruits. Le silat malais, s'il n'y a pas de musique, on ne peut pas le pratiquer. Même à l'époque du guerrier Angkua, il y avait de la musique. Elle nous apporte de l'énergie. Si un ennemi vient saisir votre main, vous ne le laissez pas faire. Et la musique vous guide et vous donne la force de vous dégager et de vous défendre. L'ennemi ne va pas attendre sans agir. Bon, tenez-moi, tenez. L'ennemi ne va pas juste tenir votre main, il faut agir. C'est l'autre qui est l'agresseur. Et c'est pour ça qu'on utilise la musique. Voici ce que l'on appelle les positions en rapport avec le monde des fleurs et des fruits. Et aussi la position que l'on appelle la position du cheval. Il faut la maintenir fortement, cette position. Allez, montez, tenez mon cou. Voilà la position du cheval, et si on n'a pas cette position du cheval, ce n'est pas bon. Voilà, c'est une technique. Il faut absolument la tenir fort, cette position du cheval. Apprenez, apprenez. Ce n'est pas pour jouer, c'est pour se défendre et survivre. Essayez de me saisir la main. Vous pouvez? Vous pouvez? Ce cris vient de nos ancêtres et nous l'utilisons pour nous protéger. C'est pour notre défense. Nous devons apprendre à nous en servir, mais aussi à nous en protéger. Là, je vais le donner à un disciple pour lui apprendre comment utiliser cette arme. Tenez. Afin que nous puissions mieux comprendre le fondement de son art, Gourou Ismaël nous a conviés à assister à une réunion nocturne dans sa salle d'entraînement. Habituellement, il y a 70 élèves venus du village et des environs. La discipline est stricte. Le gourou, lui, a repris la pratique du silat à 40 ans. Il n'y a pas d'âge pour être brave. Pourquoi? Après l'âge de 40 ans, j'ai repris la discipline du silat parce que de 15 à 30 ans, j'ai pratiqué le silat, puis je suis parti à la Mecque pour mon pèlerinage. Et lorsque je suis revenu de la Mecque, j'ai laissé tomber le silat. Et puis les gens, tout le monde, mes amis, en premier m'ont convaincu qu'il fallait que je recommence. Aujourd'hui, l'État nous a donné cette salle qui a coûté 45 000 ringgits et qui est la seule association de silat Gayong Petani qui existe à Penang. Les combats se poursuivront jusqu'au petit matin sous l'œil expert et attendri du maître du silat. Il sait que la jeunesse du village assurera la relève et la continuité de son art. Penang est une île magique où l'on fait tourner des toupies, où les battements d'ailes des papillons saluent le temps qui passe et où des hommes sages transmettent leur savoir-faire aux jeunes générations. Le reste est une autre histoire.